Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici 40 ans, jour pour jour, Daniel Balavoine nous quittait brutalement. Il nous a laissé des chansons qui ont traversé le temps, sans doute parce que la force des paroles et des musiques était à la mesure de la voix de l'interprète. Vous avez vécu ce trop court parcours en l'accompagnant à la guitare, entre autres. Bonjour Alain Pesner. Salut Jacques. Alors c'est vrai que vous avez été un des musiciens de Balavoine, vous l'avez connu depuis ses débuts. Oui, c'est ça, on s'est connus de la fin des années 60, début 70. Il était dans un groupe qui s'appelait Présent et on était dans la même maison de disques. Voilà. Alors vous avez eu un autre parcours, je crois que vous avez fait l'école de musique, oui. Et qu'ensuite vous avez changé au lieu du classique, vous êtes passé à Martin Circus directement. Plus ou moins, ouais. Enfin, j'ai fait l'école normale de musique et puis à la suite de quoi, j'ai eu des opportunités en studio et sur scène bien après quoi. Voilà. Il y a eu aussi, je crois, la bande à Basile. Non, ça c'est mon frère. C'est votre frère. Et il y a eu d'autres mélodies, mais surtout il y a eu Johnny, il y a eu Goldman aussi. Oui, alors Hallyday c'était par hasard. J'ai été convoqué pour une séance, je savais même pas avec qui je jouais quoi. Ouais. Et bref, c'était une chanson de Goldman pour Hallyday. Voilà. Et enfin non, je sais plus. Enfin bref, c'était une chanson de Goldman. Il s'est trouvé que c'est Hallyday qui l'a chantée. Je me suis retrouvé là-dessus par hasard, quoi. Voilà. Alors, le hasard ou le destin a fait que vous avez beaucoup vu Balavoine depuis ses débuts. Vous l'avez rencontré dès le groupe Présence, par hasard. Ah oui. Enfin par hasard. On était dans les. Il y avait qu'un studio chez Vogue à l'époque, et donc on se partageait les studios. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, on est devenus copains comme ça, quoi. Et son frère Guy, qui est monté à Paris, je sais plus, il faisait la Sorbonne ou je sais pas quoi. Bref, à un moment donné, mon frère Daniel et moi, on faisait quasiment les chœurs de tous les artistes Vogue. Alors, il se trouve qu'il y a un spectacle qui débute ce soir à Alençon, ville natale de Balavoine, qui est Ma Bataille, Balavoine Ma Bataille, que vous y êtes associé. On va en reparler tout à l'heure. Ah bon? Ah oui, ben vous êtes dans ce spectacle. Ah oui, pardon. Je croyais que tu parlais d'autre chose. Non. Dans ce spectacle qui sera à Paris dans quelques jours et en tournée. Mais avant, selon le principe des clés d'une vie, on va évoquer le parcours de Balavoine à travers des dates clés. Okay. Et la première date que j'ai trouvée, alors ça n'a pas de rapport direct avec Balavoine, c'est le 23 août 1963, la sortie d'une chanson qui a beaucoup compté dans le parcours de Balavoine. Ah oui. Vous savez pourquoi, Alain Pesner ? Parce que simplement, il a fait une fugue, il est en pension, il se cache sous le lit d'un surveillant, et il y a un transistor, et on entend « She loves you ». Ah oui, carrément. Et ça a été le déclic pour lui. Ah oui. Et c'est ce jour-là qu'il a eu envie de chanter. Ah d'accord, oui, je connaissais pas cette histoire. C'est fou, hein. Et c'est vrai qu'au départ, il songeait pas, je crois, à exercer ce métier. Je crois que ses premiers concerts, je sais pas si vous le savez, c'était à 6 ans, avec une baguette sur ses genoux et des jeux de construction. Oui, non, je connais ça. Ah bah je vais vous le raconter parce que oui. En fait, il hurlait des chansons de Harry Belafonte à l'époque. Ah oui. Pourtant, les chansons de Harry Belafonte, il n'y avait pas de quoi hurler. Ah oui, il hurlait en tout cas. Donc il faisait ça avec la baguette et les voisins étaient attirés. Et quand il découvrait que les voisins écoutaient Balavoine en train de chanter, il se mettait en colère, il s'en allait. Alors c'est vrai qu'il est né, je crois, à Alençon. Ouais. Et je crois que c'est le dernier enfant de la famille. C'est le petit dernier, ouais, je crois bien, oui. Et il a été assez chouchouté dans ses jeunes années. Eh ben, tant mieux. Oui. Et je crois que sa mère était une femme d'une famille aristocratique du Sud-Ouest. C'est possible. Oui. Et qui a initié ses enfants à la musique par les chants cantiques. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Non, mais il avait une certaine technique vocale, tout le monde le sait, mais je veux dire par là qu'il y a une technique pour tenir les notes, pour que la note soit bien juste, enfin avoir une colonne d'air, et lui il avait cette technique-là. Oui, alors ça venait peut-être du chant cantique ou des cours d'art lyrique qu'il a pris après, et son père était ingénieur des ponts et chaussées, il travaillait pour le ministère de la Reconstruction, et il était muté régulièrement. Ah d'accord. Donc, lorsqu'il naît à Alençon, un an plus tard, Balavoine se retrouve à Bordeaux, à Biarritz, et il va comme ça aller de ville en ville suivre son père. Ah oui, d'accord. Oui, je savais pas tout ça. Et vous saviez que ses parents se sont séparés à 8 ans ? Non, je savais pas non plus. Voilà, ils sont séparés et ça a marqué Daniel, qui a vécu avec son père pendant quelques années, qui a été très proche de son père. Mais lorsque son père s'est retrouvé à Tizi Ouzou muté, Daniel s'est retrouvé en pension, d'abord à Hasparren, à 20 km de Bayonne, et ensuite à Dax et à Pau. Ah oui, sud-ouest. Sud-ouest. Et ces années de pension, c'était pas terrible parce que je crois qu'il était assez agité, assez perturbateur. Ah oui, c'est possible. Vous en parlez jamais de ça? Non, ça, je n'étais pas du tout au courant que son père avait travaillé en Algérie.
enfin en Kabylie. Voilà. Mais il se trouve que je sais que Daniel Balavoine, et j'en ai parlé plusieurs fois avec lui, détestait parler de ses souvenirs d'enfance. Ah ouais. En fait, probablement parce qu'il nous en a jamais parlé. Jamais. Non. Il avait déjà ce caractère un peu fort qui l'a marqué. Parce que non, on parlait beaucoup, mais on parlait jamais de ça parce qu'il voyageait avec nous dans le car. Quand Oui. on était en tournée. Et de quoi parliez-vous alors? On jouait au poker. Et- Non, on parlait de musique, on parlait de tout et de rien, quoi. Mais pas de choses franchement intimes, quoi. Et il a été dans un collège à Dax qui s'appelle le collège Cendrillon. C'est quand même particulier pour Balavoine. Ah oui. Parce qu'il y avait une maison où le propriétaire avait vécu exactement ce qu'avait vécu Cendrillon dans son conte. Ah oui. Oui, D'où le nom de Cendrillon. C'est ça. Et je crois que c'était quelqu'un qui était toujours puni à l'école. Je ne sais pas si vous la racontez. C'est Non. le roi des punitions. Non, mais on parlait pas de ça. On parlait Voilà. pas des choses qui fâchent. Oui, et c'est vrai qu'il était toujours en colère, toujours détestant l'uniforme. Ouais, en colère, je sais pas. Moi, j'ai pas souvenir de lui comme ça, quoi. J'ai souvenir d'un mec énergique, Oui. mais en colère, non. Alors, il a commencé le piano à 10 ans. Il jouait Ouais. bien du piano. Il jouait du piano. Vous savez, au départ, il y a la méthode Rose qui est classique. On lui a mis dans les mains, il l'a jeté dans la poubelle, et quelques années plus tard, il s'est mis à apprendre tout seul le piano. Ah oui, c'est possible. Bah oui, bah oui. Bah oui. C'est au piano, et c'était un instinctif, Daniel Balavoine. Ouais, c'était un autodidacte. Mais j'avais remarqué un truc quand il jouait. Bon, normalement, quand on met ses mains sur un clavier, tu vois, tu poses les doigts un peu au-dessus, quoi, du Oui. clavier. Lui, il avait un truc. Il posait la main comme ça et le petit doigt qui sortait du clavier. Oui, mais tout le temps. Il Et arrivait pourquoi comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est une technique Une particulière. habitude, je sais pas. Mais en même temps, je crois qu'il a un jour découvert la guitare. Je crois que son frère Guy avait une guitare, s'en est C'est séparé, possible. Ouais, ouais. et il a découvert la guitare. Oui, probablement. Oui, ça, je sais pas du tout. Alors, Ouais, mais effectivement, sur scène, il jouait de la 12 cordes dans Mon fils, ma bataille, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a eu un ou deux titres où il jouait la guitare acoustique. Parce que vous êtes au départ un guitariste. Oui. Vous avez- Enfin, non, au départ, je suis pianiste. Oui. Enfin, j'ai appris le piano d'abord. Ensuite, j'ai fait de la guitare après. C'était plus attractif pour les filles, la guitare. Mais Balavoine était un bon guitariste. Ouais, il accompagnait bien ses chansons, en tout cas. Voilà. Et je crois aussi que la musique, ça a commencé par la découverte de Bob Dylan. Il a commencé dans les Millions de la Culture en chantant Bob Dylan. Ah ouais? Ouais, je savais pas. Parce que Dylan, c'était quelqu'un qui comptait pour lui. Qu'est-ce qu'il aimait justement quand il parlait de musique, Balavoine? À l'époque où on parlait il aimait plutôt les trucs anglo-saxons. Dylan, je savais pas. Mais oui, il aimait beaucoup Peter Gabriel. Oui. Des trucs dans ce genre-là, quoi. Deep Purple aussi, il aimait Ouais, beaucoup. voilà. Ouais. Et puis alors, lui qui avait écouté les Beatles au départ, donc ce qui l'avait guidé vers la chanson, préférait largement les Rolling Stones. Ouais, parce que c'était moins structuré, moins poli. Voilà. Oui, parce que ce qui l'intéressait, et il en parlait toujours, Daniel Balavoine, Alain Pesner, c'était le rock, mais un rock nouveau. Ouais, oui, je crois qu'il se posait même pas la question. Hein. Il faisait les chansons et on se retrouvait dans un studio. Il nous jouait la chanson, il nous disait allez-y. Donc chacun trouvait sa partie, quoi. Et moi, on était deux guitaristes. Il y avait Yves Chouard et moi. Et puis tout le reste de la bande, c'est-à-dire Joe Hammer, Christian Padovan. Et je dis Padovan parce qu'hier il a fait la réflexion. C'est pas Padovan, c'est Padovan. Oui. Alors voilà. Et puis Hervé Limretz et Philippe Patron. Il y avait deux claviers. Enfin bon bref. Et on était chacun trouvait sa partie. Et au fur et à mesure, il faisait le tri, quoi. Alors, vous l'avez connu donc à ses débuts, et quand avez-vous commencé vraiment à jouer avec lui, Alain Pesner? Je crois que c'était 84, 85. Et c'est venu Un comment? jour, il m'appelle Ouais. et il me dit « Qu'est-ce que tu fous ?» Je lui dis je crois qu'à l'époque, je venais de finir une tournée avec Rose Laurence, je crois, un truc comme ça. Rose Laurence, oui. Ouais. Et puis, je lui dis rien de spécial. Il me dit « Bon, viens demain, on répète là. » Je me suis pointé avec ma guitare et mon ampli. Et puis voilà, quoi, comme à l'arrache, comme d'habitude, quoi. Mais il se trouve que cette époque, justement, ces années 70, les musiciens que vous étiez étaient appelés des requins de studio. Ils se retrouvaient pour dès qu'il y avait quelque chose à Ouais, enfin, les accompagner. requins de studio, c'était une autre histoire. C'était les gens qui faisaient que du studio. Oui. Enfin,
Puis c'est des gens qui disaient la musique. Donc déjà à l'époque, dire la musique, c'était pas franchement un atout, quoi. Ah bon, pourquoi? Parce que c'était justement requin de studio. Oui. Ça voulait dire que vous n'aviez pas la fantaisie ni comment dire l'ouverture d'esprit pour jouer tout, quoi. Et là, vous faisiez partie de ceux qu'on appelait à n'importe quel moment pour un musicien, pour un chanteur. Oui, à une période. Ouais, j'ai fait ça à une période. Oui, ça m'intéressait. J'avais envie d'être requin de studio, justement. Et c'était pas facile quand même comme travail. Ah non, c'est pas facile. C'est parce qu'on est confronté à des styles et des œuvres qui sont pas forcément dans son style, quoi. Enfin, dans mon style, en tout cas. Mais on s'en sort toujours. Oui, quand on fait appel à une certaine à une musicalité, quoi, on se débrouille. Et je crois que l'apprentissage de Balavoine, ça a été d'abord les balles. Il a fait beaucoup de balles. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est une bonne école dans la mesure où on joue tout et rien. C'est-à-dire on joue tout ce qui est à la mode. On le joue comme on peut, quoi. Oui, et c'est un excellent apprentissage parce qu'il faut quelquefois... Exactement. Vous en avez fait vous-même des balles jusqu'à 3h du matin? Non. Non, j'ai eu de la chance, j'ai jamais fait. On a fait des balles avec Martin, Circus, oui. Mais on jouait à la fin, quoi. On jouait... je suis un peu prétentieux, mais on jouait en vedette, quoi. Voilà, exactement. Mais c'était autre chose. Ouais. Bon, Balavoine a appris son métier, mais avant, il a fait d'autres choses. Et il y a une date importante dans son parcours, c'est le 3 avril 1976. Et on en parle dans quelques instants avec Alain Pesner sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Nous évoquons aujourd'hui Daniel Balavoine qui nous a quittés voici exactement 40 ans. Et ce soir, un hommage lui est rendu avec la première d'un spectacle auquel vous participez, Alain Pesner. Vous avez été son guitariste pendant quelques années. Ouais. Et on évoque son parcours. Alors, on a évoqué ses débuts. Et le 3 avril 76, c'est une date importante. D'abord, je crois que c'est votre anniversaire ce jour-là. Oui, pas 76, mais 3 avril, effectivement. Et bien, le 3 avril, il se trouve que c'est la première télé de Balavoine devant des millions de téléspectateurs avec cette chanson. 1, 2, 3. Ah ouais. Qu'il pleuve sur les toits. C'est Catherine Ferry. C'est Catherine Ferry qui chante à l'Eurovision, qui représente la France. Et dans les choristes, il y a Daniel Balavoine. Ouais, c'est ça, oui. Vous connaissez cette image? Oui, il me semble. Oui, je vois, oui. Ça se passe Au Luxembourg, non? Non, c'est au Royaume. En fait, c'est aux Pays-Bas. Ah oui, c'est ça. Et le grand gagnant, c'est un Anglais avec Save Your Kisses for Me, avec Brotherhood of Man, que personne ne connaît aujourd'hui. Et la France est deuxième, c'était le bon temps, avec Catherine Ferry. Et on voit Balavoine derrière, faisant les chœurs, mais vraiment, on dirait qu'il s'ennuie. Il fait ça... C'est quelque chose qui l'amusait pas beaucoup, je crois. Ce genre de chanson, non. Non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il ne voulait pas faire l'Eurovision. Il avait dit, c'est ringard, ça ne marchera jamais et ça ne m'intéresse pas. Il avait même demandé à l'auteur Jean-Paul Carat de changer les paroles. Ce que Carat a refusé. Ouais, bon... C'est vrai qu'il n'aimait pas ce genre d'événement, Daniel Balavoine. Ah non, mais non, parce qu'il transigeait sur rien, quoi. C'était quelqu'un d'authentique, tu vois. Et l'Eurovision, pour lui, c'était quelque chose... c'est vrai, s'il a dit que c'était ringard, c'est vrai que ça l'était. Oui, mais enfin, Catherine Ferry, il l'a suivi, parce qu'à l'époque, il vivait avec Catherine Ferry. Oui, c'est ça, ils étaient ensemble, quoi, je crois. Oui. Ouais. En fait, je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé, c'était une fan qui le suivait dans les concerts qu'il faisait comme musicien, et puis l'amour est venu, et ils ont vécu avec aussi pas mal de bagarres entre eux, je crois. Probablement, d'artiste à artiste. Oui. On les appelait les Richard Burton et Liz Taylor du spectacle, tellement ils se bagarraient. Ah, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas bien connu à cette époque-là, en fait. Parce que au départ, Daniel accompagnait discrètement des orchestres. Il a commencé, comme vous, comme beaucoup d'autres... mercenaire. Comme mercenaire. Et c'est vrai que c'est une autre façon d'apprendre son métier. Oui. Alors, il y avait plusieurs groupes qui, dans le sud-ouest, il y avait Purple, Eruption et les Shakes. Ce sont 3 groupes du Sud-Ouest auxquels il a participé. Ah oui. Totalement oublié. Et puis, il arrive à Paris. Et à l'époque, bon, il y avait Martin Circus, il y avait Triangle. C'était la grande époque, Alain Pesner, des groupes de pop. Oui, début 70, quoi. Oui. Ouais. Il y en avait beaucoup à l'époque, ça marchait bien. Je sais pas. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de concerts, quoi. Oui. Donc, il y a des producteurs de spectacles malins qui faisaient des affiches que de groupes, quoi. Et en même temps, les groupes étaient à la mode. Bon, Martin Circus, ça a eu un gros succès. Oui, Je m'éclate au Sénégal, c'était énorme comme succès. Oui, ça a très bien marché pendant des années.
Il y avait, oui, t'as cité Triangle, il y avait Triangle aussi, hein, ça marchait très bien. Triangle était le premier groupe de rock progressif. Qui ? Le premier groupe de rock. Triangle. Oui. Et progressif, je sais pas ce que ça veut dire. non plus, c'est à l'époque ce qu'ils disaient. Oui, c'est parce que c'est les anglo-saxons qui disaient ça. Voilà. Et je crois qu'ils sont dans le film de Claude Zidi, Les Bidas en folie. Ah non, c'est nous. C'est vous ? Mais il y a les deux. Il y a vous et les. Ah oui, parce que dans le premier film, oui. Il y a Henri Leproux qui était l'animateur et le créateur du Golf Drouot, oui. qui anime un genre d'émission comme ça en live, quoi. Et donc, vous avez connu, vous, le Golf Drouot Ah bah oui. Parce que c'est... Daniel, je sais pas s'il a trop fréquenté le golf, mais... Non. Mais nous, quand on avait, je sais pas, 12-13 ans, quoi, c'était l'endroit où on pouvait jouer, déjà, et puis rencontrer plein de musiciens, dont par exemple, Ronnie Bird. Oui. Ronnie Bird, c'était un chanteur... C'était une star à l'époque. Ouais, chanteur de rock, quoi, c'était... Et puis bon, il y avait plein de gens comme ça. Ça m'en vient un peu. Il y avait Mitchell, Hallyday, tout le monde allait là-bas, quoi. Bien sûr, et même un jour, il y a Sheila, qui s'appelait encore Annie Chancel, qui se présente là-bas. Elle veut faire le concours. Il y avait un concours, le tremplin. Oui, c'est ça, le voilà. tremplin, exactement. Et puis, elle était inscrite. Et puis finalement, Henri Leproux reçoit la visite de Claude Carrère, qui cherche une chanteuse. Il dit, tiens, il y a cette petite qui est venue me voir. Et c'est comme ça que Sheila a débuté, sans même faire le Golf Drouot. Ah oui, d'accord. Et il se trouve que les Charlots donc ont tourné dans les Bidas en folie. Vous avez donc tourné avec les Charlots et fait de la musique avec les Charlots. Oui. En fait, les Charlots, il y avait pas mal de musiciens dans les Charlots avec qui j'avais travaillé avant, qu'on se connaissait. On était... c'était, je crois, Sarus qui habitait. J'habitais à Puteaux et lui aussi il habitait. Donc on s'est connus comme ça, quoi. C'est la d'enfance. Les Charlots étaient d'énormes vedettes à l'époque. Ouais. Les films des Charlots, c'était un événement. Notamment en Inde. Ah bon ? En Inde, c'était monstrueux, quoi. Vous pouvez pas sortir dans la rue en Inde. C'est fou. Hein. Alors qu'ils avaient commencé en accompagnant Antoine, les problèmes. Ouais, mais en dehors de tout ça, c'était bon les Charlots, ok, mais c'était des bons musiciens, hein, les mecs. Rinaldi, excellent sax, Sarus, excellent bassiste. Enfin, il y avait des très bons musiciens. Et j'en reviens à Daniel Balavoine, à Pesner, avec le groupe Présence. Ouais. Car le groupe Présence, c'est votre rencontre. Bah oui, parce que ils étaient chez Vogue. C'était un groupe de rock. C'était rock pop. Oui. Et donc on était dans la même maison de disques, et comme cette maison de disques, il y avait qu'un studio, on pouvait pas ne pas se croiser, quoi. Est-ce que vous savez comment Daniel Balavoine est rentré dans le groupe Présence ? Aucune idée, non. Eh ben, on l'appelle un jour, il vient d'arriver à Paris de son sud-ouest, il y a une audition, et il y a 2 candidats pour entrer dans le groupe Présence, c'est Daniel Balavoine et Laurent Voulzy. Ah oui. Et Balavoine a été choisi parce qu'il chantait en anglais. Ah bon ? Parce que c'est pas du tout la même énergie. Hein. Eh oui, mais ils étaient les 2 candidats. Ah ouais. Et je crois que le premier disque de Présence, Balavoine chante. Écoutez. Le jour s'est levé. Vous connaissez cette chanson ? Non. C'est la première disque du groupe Présence qui s'est vendu à 247 exemplaires. C'est pas mal. Et c'est Balavoine qui chante et qui a écrit les paroles et les musiques. Ah oui. Non, d'entendre ça, parce que on aimait un groupe qui s'appelait Vanilla Fudge. Oui. Et on aimait beaucoup ce groupe parce qu'ils avaient une façon de chanter assez particulière. Ils avaient des vibratos lents, comme lui là. Oui. Et quand on faisait des chœurs ensemble, on vibrait à la même vitesse, quoi. C'est fou, hein ? Ouais. Mais là, on reconnaît bien la voix de Balavoine. Ah, carrément. Personne ne reconnaît cette chanson. Le jour s'est levé, personne ne la connaît. Non. Alors, il y a eu ensuite la Révolution française. Je ne sais pas si vous avez participé à l'aventure. Ah bah oui. Parce que c'était aussi une grande aventure, la Révolution française. Ah bah oui. Il y avait, en dehors de Daniel, il y avait plein d'autres gens. Hein. Bachung, Christiani. Voilà. En fait, c'est Alain Boublil qui avait débuté l'aventure bien avant Les Misérables, qui avait eu cette idée avec Claude Michel Schoenberg. Ouais. Et il y a eu un album auquel vous avez participé ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez dedans ? Nous, on était le tiers état. Oui. C'est-à-dire tout l'aspect rock de l'opéra. Donc, on a joué tous les titres qui représentent le tiers état. Et je crois que Balavoine et son frère étaient des petits marquis. Oui. Qui chantaient Oui Sire. C'est ça. Un truc un peu, une espèce de menuet. Voilà, un menuet en dansant et avec des perruques vertes. Avec des perruques, ah oui. Et c'est vrai que le disque, personne n'y croyait, il s'est vendu à 500 000 exemplaires. Ah bah c'était énorme.
Et personne n'y croyait au départ. Ben, je sais pas, en tout cas, Léon Cabat, le PDG de Vogue, il y a cru, lui. Voilà. Et ensuite, il y a eu le spectacle sur scène à Mogador. Je sais pas Non, si... non, avant, c'était le Palais des Sports. Le Palais des Sports et Mogador. Oui. On a fait un mois, plus d'un mois au Palais des Sports. Et là, vous étiez aussi sur scène, Ouais. habillé en révolutionnaire. En révolutionnaire, ouais, on avait des espèces de pantalons rouges en plastique, Oui. avec des chemises à jabot. Enfin bon, voilà. Mais c'était la première fois qu'on faisait ce genre de choses. C'est l'ancêtre des opéras rock. Ah oui, oui. Oui, je crois qu'il n'y a rien eu dans ce genre-là avant, quoi. Enfin, en France, en tout cas. Mais en même temps, ce genre de spectacle, le Palais des Sports, fallait prendre le risque de faire ça pendant un mois. Ouais, je sais pas comment ils ont trouvé comment ils ont financé cette affaire. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de radios dans le coup. Il y avait des radios dans le coup. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais ensuite, il a travaillé, Daniel Balavoine, avec Patrick Juvet, Alain Pesner. Oui, ça, je le savais. Oui. Voilà. Il a fait l'album Chrysalide. Ouais. Et dans cet album, Juvet, il a écrit les chansons de l'album, et il a même interprété une chanson qui s'appelle Couleur d'automne. Ah oui. Elle a les yeux couleur d'automne et je la regarde. Me répond jamais au téléphone et je la regarde. On reconnaît là aussi la voix de Daniel Balavoine. Ouais, mais même la couleur, tu t'as entendu l'orgue, il y a une espèce d'orgue à la vanille la fudge. En fait, il s'était installé chez Patrick Juvet, il vivait chez lui, il était lui son choriste. Oui. Patrick Juvet l'aimait beaucoup et je crois qu'il l'appelait, je sais plus comment il l'appelait. Oui, je sais plus comment il l'appelait. C'était Balle de foin, il l'appelait. Ah oui. Voilà. Ouais. Nous, on avait un surnom pour lui aussi dans Martin, Oui. parce que comme c'est un mec avec beaucoup d'énergie, je crois que c'est Sylvain Pochard qui a trouvé. On l'appelait Balta Bombax. Ah oui, c'est pas mal ça. Et c'est vrai que Balavoine, il avait déjà ce style qu'on lui a connu ensuite, même si ça n'intéressait personne, parce que Chrysalide a été un beat total. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que il y avait quelque chose. Bah, c'est un mec qui avait un charisme, une énergie, tu vois, c'était... Donc oui, bien sûr qu'il y avait quelque chose. Et cette chanson, Couleur d'automne, elle est très importante, même si elle n'a pas marché, dans la carrière de Balavoine. Et on va en parler à travers la date du 9 décembre 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Pesner pour parler de Daniel Balavoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Pesner, guitariste de Daniel Balavoine, dont on célèbre aujourd'hui les 40 ans de sa disparition, avec à Alençon ce soir la première d'un spectacle Balavoine ma bataille dont on va parler dans quelques instants et auquel vous êtes associé. On évoque depuis le début de notre rencontre le parcours de Balavoine. Et le 9 décembre 1978, c'est une date importante dans sa carrière, car pour la première fois, il est au hit parade avec cette chanson. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau. Alors, premier au hit parade, il y a YMCA avec des Village People, il y a Grise, Michel Sardou, Je vole et Balavoine. Et c'est vrai que cette chanson, elle a été importante dans sa carrière. Bah oui. Je crois que c'est sa première chanson qui a été un succès commercial. Oui. Ouais. Il l'a chantée à chaque fois, c'était incontournable. Ouais, on la faisait pas tout à fait comme ça. Hein. C'est-à-dire On l'a rockisée, la chanson. mais au départ, il n'imaginait pas ce succès, personne n'imaginait ce Mais non, succès. mais c'est une parodie, cette chanson. On entend bien ce qu'il raconte. Oui. Hein. Et est-ce qu'il expliquait ce succès, Daniel Balavoine ? Est-ce qu'il comprenait pourquoi ça avait si bien marché ? Je sais pas, peut-être, oui, je sais pas. Franchement, Alors, cette chanson, je crois qu'elle a été créée dans un sous-sol à Boulogne. Et je crois que vous aviez les studios. Il avait les studios. Oui, je vois. Comment il s'appelait ce studio ? Oui, je me souviens pas du nom de ce studio, mais c'était un bon studio. Oui, en fait, en gros, on lui laissait le studio la nuit et il travaillait avec ses musiciens en permanence en cherchant. Bah oui, c'est ça. C'est un travail de groupe, quoi. C'est-à-dire qu'en général, un auteur, ça se met à sa table de travail, ça écrit. Balavoine, non. Ça dépend. Il n'y a pas de loi. Lui, il écrivait un texte, ou il faisait une musique, ou les deux en même temps, ou c'était pas. Il n'y a pas de loi. En tout cas, cette chanson, au départ, personne ne croyait en son succès, puisque c'était la phase B d'un 45 tours où il y avait « Si je suis fou » en face A. Ouais, ça me rappelle quelque chose, on est d'accord. Ouais, ah bon ? Bah oui, le Sénégal, par exemple, Oui. Je m'éclate au Sénégal, c'était Oui. une phase B. Exact, aussi. Ouais. Et la phase A, c'était une chanson qu'on avait fait parce que nous, on voulait faire un double album. Avec Donc, Martin Circus. Voilà.
Et il dit ok, la maison de disques, elle disait ok, un double album, mais faites-nous un tube d'abord. Oui. Donc on a écrit une chanson qui s'appelait Moi j'aime bien les rillettes. Oui. Bon, et puis on a fait le Sénégal en face, mais eux ils sont pas trompés, ils ont mis le Sénégal en face A, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est ce qu'a fait Daniel, apparemment. Apparemment, mais en même temps, il avait dit que c'était sa dernière chance, parce que si cette chanson ne vendait pas 30 000 exemplaires, avait-il dit à l'époque, j'arrête le métier, Ah oui. parce que j'en ai marre. Parce qu'en fait, il avait fait différents disques qui n'avaient pas marché. Je sais pas si vous savez, au départ, il est rentré chez Barclay, Ouais. avec Léo Missire. Léo Missire, absolument. Léo Missire qui avait découvert, entre autres, Guy Marchand, Nicoletta et Franck Alamo. Et c'est en écoutant la chanson Couleur d'automne que Missire s'est dit, tiens, ce garçon, il a quelque chose. Missire, Missire, c'était un musicien. Hein. Oui. Le mec, donc il avait une oreille au-delà du directeur artistique, quoi. Et en même temps, quand il reçoit Balavoine pose des conditions drastiques pour son contrat. Il veut être libre, il veut avoir ceci, cela, et tout va être accepté. Ouais, bah oui, parce que Missire a compris qu'il avait un artiste en face de lui. Oui, mais Barclay a dit ça ne marchera jamais. Il a une voix qui ne marchera jamais. Oui, mais comme quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il avait une voix particulière qui n'était pas courante à l'époque, Balavoine. Ouais. Parce que des voix comme la sienne, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il a une large tessiture. Oui. Et il s'en sert. Et il s'en sert. Alors, il se trouve aussi que cette chanson, elle arrive après un autre album que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Aventures de Simon et Gunther. Oui. En fait, c'est un album concept que Balavoine avait écrit, l'histoire de deux frères que le mur de Berlin a séparés et qui s'écrivent des lettres. Oui. Vous connaissez cet album ? Oui, on joue une chanson de cet album, Lady Marlène, Oui. en l'occurrence. Qui est la chanson la plus connue de l'album et qu'on va écouter. Lady Marley, toi tu t'endors de l'autre côté. Lady Marley, à Berlin tu sais rien n'a changé. Et c'est vrai que cette chanson, c'est la séparation de Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ouais. Il était marqué par le mur de Berlin, je ne sais pas si vous en avez parlé. On était un peu assez sur la même ligne sur la même page à propos des événements du moment, quoi. C'est-à-dire de subir le joug d'une espèce de dictature, quoi. La tyrannie d'une espèce de dictature, ça nous était insupportable. Donc lui, il l'a écrit, mais nous, on l'a vécu, quoi. Oui, il l'a écrit, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Il s'était renseigné, il avait pris beaucoup de documentation sur le sujet. Et l'idée lui était venue parce qu'il avait fait un voyage après le succès de 1, 2, 3 en tournée. Il était en Pologne. Ah oui. Et il avait imaginé la chute du mur de Berlin à ce moment-là, et d'où la naissance de cet album. Ah oui, d'accord. Et la Pologne, c'était avant la chute du mur ou... C'était avant la chute, bien avant la chute du mur. Et c'était même au début des années 80. Ah oui, d'accord. Et donc, Lady Marlène, c'était une chanson qui a à peu près marché, mais l'album n'a pas été un succès. Bah peut-être, je sais pas. Oui. Et il se trouve que non seulement ça n'a pas été un succès, mais qu'on lui a reproché de ne pas avoir fait un succès avec cet album qui est un album concept. On lui reprochait la maison de disques, Eddie Barclay. Bah oui, quand on vend pas de disques, on nous fait toujours des reproches, c'est sûr. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les critiques étaient exceptionnelles parce que Balavoine, au début, a toujours eu, je ne sais pas si vous le savez, les critiques pour lui, plus que le public. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui allait pas dans le sens du vent, quoi. Il allait dans le sens de son vent à lui. Oui. Il savait ce qu'il voulait toujours. Bah, c'était spontané, quoi, donc, et authentique. Donc, il pouvait pas se tromper, quoi, vis-à-vis de lui. Et les gens, ça leur plaisait, mais que ce soit les journalistes, ou même le public, quoi. C'était tellement entier qu'on ne pouvait pas se tromper, quoi. Ouais. Et c'est à cette époque-là qu'il fait ses débuts au cinéma dans un rôle de brancardier homosexuel, je ne sais pas si vous le savez, non, je sais pas. Dans un film des Jolivet qui s'appelle Alors heureux. Ah oui, Jolivet, oui. Pierre et Marc Jolivet, oui. Qui était un duo à l'époque. Et pour tout vous dire, un jour, je crois que je suis l'un des premiers à interviewer Daniel Balavoine pour cet album. Les Jolivet que je vois me disent, on aimerait le rencontrer, on adore ce qu'il fait. Je les ai mis en rapport et c'est comme ça qu'il a débuté au cinéma. Parce que les Jolivet, je les ai croisés chez Daniel à Colombes. Voilà. Mais ils étaient très amis. Oui. Et ils avaient été aussi les premiers fans de cet album que personne ne connaissait. Ah oui. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un aussi qui remarque cet album, c'est Michel Berger.
Oui. Car Ouais. Michel Berger a été très proche de Daniel Ah oui, Balavoine. ils ont été très très proches, ouais, très proches. Je ne sais pas si vous le savez, mais un jour, Michel Berger cherche quelqu'un pour jouer le rôle de Johnny Roquefort dans Starmania, Ouais. et il entend la voix de Balavoine, il dit c'est lui. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Berger, c'était un musicien, quoi. Donc le mec, il entendait bien ce qu'il fallait entendre. Vous avez travaillé avec Michel Berger? Non. Ouais. Vous l'avez rencontré à l'époque de Starmania, non? Non, bien avant ça. Quand il a été directeur artistique chez Pathé Marconi. Oui. Et à l'époque, j'allais, mes parents habitaient dans le coin, donc de temps en temps, le jeudi après-midi, quand on n'avait pas école, j'allais faire les auditions chez Pathé. Voilà. Et il était directeur artistique, d'ailleurs, d'un artiste qui s'appelait Bourvil, pour une chanson qui s'appelle Les Girafes. Ah oui. Et le bénéfice lui a permis d'enregistrer son premier disque, Michel Berger, quand il avait 15 ans. Ah oui, c'est certainement. Oui. C'était L'amour, tu n'y crois pas. Ah oui. Voilà. Donc, et Balavoine, tout de suite avec Berger, je ne sais pas si vous en parlez, mais ça a été une vraie amitié. Ah oui, complètement, oui. Ah oui. Il vous en parlait? Non, pas des masses, non. Oui, mais en tout cas, il adorait Berger. Ah oui, il appréciait tout l'artistique de Berger. Voilà. Et donc Berger le convoque un jour chez lui en disant voilà, je prépare une comédie musicale Starmania, un album, et la chanson de l'audition, c'est celle-ci. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, C'est vrai que ça a marqué la carrière de Balavoine, cette chanson. Ouais. Je sais pas, je me rends pas compte. Parce que Starmania, vous l'avez vu forcément. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a été un événement, parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque. Bah oui, mais c'est aussi parce qu'il y a un côté dans le concept, il y a un côté anglo-saxon. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Bah, c'est-à-dire que c'est intéressant, quoi. Et c'est vrai que là aussi, Michel Berger n'a pas beaucoup d'argent pour faire l'album. Il le fait avec un minimum d'argent. Et à ce prix général, c'est un immense succès. Ouais. Oui. Je sais pas, c'est les premiers succès de l'album, je sais pas ce que c'est. C'est quand on arrive en ville. Ah bon, d'accord. Ah oui, directement. Balavoine et puis Diane Dufresne sont les premiers succès de Oui, l'album. d'accord. Voilà. Et ensuite, le spectacle est monté au Palais des Congrès, où Balavoine va faire ses débuts sur scène. Dans Starmania. Et ses débuts dans des comédies musicales. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu dans Starmania. Non. Moi, j'étais le soir de la première. Personne ne croyait d'ailleurs à ce spectacle. D'ailleurs, les premiers jours, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est monté en puissance par le bouche à oreille. Il y avait 30 représentations de prévues, pas une de plus, parce qu'il y avait le cirque de Moscou derrière. Ah oui, c'est ça, oui. Mais ça a été un immense succès à la fin. Bah, c'était plutôt bien. Hein. Oui. Mais Balavoine n'était pas facile à gérer, paraît-il. Ah bon. Parce qu'en coulisses, il avait toujours peur. Il avait peur avant d'entrer en scène. Je ne sais pas si c'était le cas quand vous faisiez de la scène avec lui. Non, j'ai jamais. Non. Il criait maman avant d'entrer en scène. Maman ou moment? Moment. Ah ouais. Non, moi j'ai. Voilà. Et il y a une autre chanson dans Starmania qui fait partie de la carrière importante de Daniel Balavoine, c'est celle-ci. voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. C'est pas facile à chanter. Ah ouais, c'est l'exploit là, parce qu'il y a une note grave et une note très aiguë. Et c'est vrai que cette chanson aussi, personne d'autre que Balavoine au départ ne pouvait la chanter. Bah, ça paraît compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ah mais, ouais. mais il avait pris des cours de chant pour placer sa voix parce que il était terrifié avant d'entrer en scène. Il perdait sa voix. Il a appris à ne pas perdre sa voix à ses débuts. Ouais, enfin moi j'ai jamais vécu ça. Hein. Voilà. Non, mais il a eu des moments où il avait la voix cassée, quoi. Oui. Donc il y a un toubib qui venait, qui lui faisait une piqûre de je sais pas quoi. Une piqûre, oui, pour retrouver sa voix. Voilà, mais ça durait pas. Ça durait le temps du spectacle et puis le lendemain il était toujours enroué, quoi. Et pourquoi il perdait sa voix? Parce que bah tu vois, quand on fait je sais pas un mois, même ne serait-ce qu'un mois de tournée, au bout d'un moment ça fatigue. Oui, surtout qu'il donnait tout lui sur scène. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait très peu de jours de congé. Oui. On dit des jours off. Mais donc il avait pas le temps de récupérer, quoi. Et les tournées, ça se passait comment justement avec Balavoine? C'était des concerts tous les soirs, avec un rythme soutenu? Enfin oui, enfin un truc quand même un peu malin, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 4 jours, un jour off, 4 jours, etc. Il y avait quand même des jours où on pouvait se reposer, quoi, parce que ce soit pour lui ou pour nous, c'était fatigant, quoi. Parce que les concerts duraient longtemps? Je
Je me souviens pas trop, mais je crois que c'était un genre de 2 heures, quoi. Oui, Ouais. 2 heures et où il donnait Intense, absolument ouais, tout, intense. intense. Et je crois que ce qui a marqué, c'est son premier Olympia en 80. Je ne sais pas si vous avez assisté à cet Olympia. Non. Et ça a Non. été le plus beau jour de sa vie, disait-il, parce que pour la première fois, il était heureux sur scène devant un public. Ah, super. Parce qu'à l'époque, c'était pas... moi, je jouais pas avec lui. Je connaissais le batteur. C'est Roger Seco qui jouait Oui. avec lui, je crois. Et le groupe, il s'appelait. Le groupe, il avait un nom. Oui, mais en tout cas, ce qui comptait, c'était lui sur scène. Et c'est vrai qu'il a mis quelques années à comprendre avant qu'il était une bête de scène, mais c'était une bête de scène. Ouais. Ouais, il avait pas peur, quoi. Tu vois, il était sur scène, il parlait aux gens, il regardait les gens, il avait pas peur. Je sais qu'un jour, un spectateur le siffle un soir, furieux, plusieurs fois. Donc il est descendu dans la salle pour lui taper dessus en disant arrêtez. Ça m'étonne pas, oui. Ça vous étonne pas? Non, bah non, c'est un mec du Sud-Ouest, hein, Oui. faut pas le faire chier, quoi. Voilà, donc le spectateur a sifflé à plusieurs reprises et après il a découvert qu'il était invité, il a retapé dessus par principe. Il était capable de ça, Balavoine? Ah ouais. Oui, c'était un tempérament, quoi. Voilà. Alors ça c'est le passé et l'avenir c'est ce qui se présente maintenant à partir de la date d'aujourd'hui, le 14 janvier 2026. On en parle dans quelques instants avec Alain Pesner et on évoque Daniel Balavoine sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, aujourd'hui 14 janvier 2026. Daniel Balavoine nous a quittés voici exactement 40 ans. On l'évoque depuis le début de ses clés d'une vie avec Alain Pesner, son guitariste, pendant des années. Et à partir de ce soir à Alençon, et puis ensuite à Paris, au Palais des Sports, et ensuite en tournée, il y a ce spectacle Balavoine, ma bataille, qui est un miracle. Qu'est-ce qui va se passer sur scène, Alain Pesner? Là, il se passe déjà pas mal de trucs. On a fait 2 dates déjà. Oui. Ouais. Il y a 7 chanteurs, 6 ou 7. Dont des jeunes. Oui, c'est des gens qui viennent des émissions de télé, tu vois, The Voice et genre de Star trucs. Academy et autres. Voilà, oui. voilà. Et il y a des gens qui chantent vraiment incroyablement, quoi. Et donc, vous vous retrouvez sur scène avec vos musiciens pour la première fois depuis 40 ans. Oui, j'ai retrouvé Christian Padovan, ou Padovan, Oui. comme il veut. Oui, on était avec Daniel dans les années 80. Alors, comment vous êtes d'abord rentré avec Daniel dans son groupe? Il y a eu un coup de téléphone et ensuite? On répétait, dans un studio, je sais plus, dans un petit studio, et on s'est retrouvés là. Et donc, c'était un test, en fait, parce que on savait pas ce qui allait se passer. C'était même pas au niveau musical, c'était au niveau humain. Oui. Parce que c'est là que ça se passe, quoi. Donc, a priori, ça a marché tout de suite, quoi. Et c'est vrai que ça a marché tout de suite et que Balavoine vous a engagé et que c'est devenu une complicité sur scène totale. Ouais, il était forcément, parce que les gens de l'équipe là, c'était tous des gens qui avaient dans le même esprit, quoi. Christian Padovan, Yves Chouard, on venait tous de groupes, quoi. On avait fait des groupes. Et travailler avec Balavoine sur scène, l'accompagner, c'était facile ou il était capable de partir dans n'importe quelle direction? Non, il partait pas. Non, c'était toujours dans le cadre. Mais par contre, l'ordre. Il y avait un ordre des chansons. Il changeait l'ordre souvent. En plein spectacle. Ah oui. Alors. Non, ce qui était drôle, c'est que les chansons, elles ont pris des surnoms, quoi, au fur et à mesure. Par exemple, mon fils à ma taille. Ah oui. Non, oui, mon fils ma bataille, c'était devenu mon slip à ma taille. Pourquoi ça? C'est lui que. Et à un moment donné, mon slip à ma taille, c'était devenu slip. Oui. Alors, il descendait entre nous. Alors, il intervertissait des chansons, il descendait entre nous comme ça, il faisait slip. Voilà. Donc, il fallait s'accrocher. C'est vrai que la prochaine chanson, c'était celle-là, quoi. Eh ben justement, on va l'écouter. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là. Tu vois le vibrato? Ouais, il y a un vibrato très particulier, hein. Vibrato lent. Et il arrivait à le faire sur scène tous les sours? Ah oui. Il fallait une technique particulière. D'ailleurs, il jouait, c'est lui qui faisait la guitare acoustique. C'est fou, hein. Ouais. C'était un musicien super doué qui avait mis quelques temps justement à apprendre tout ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, il avait une telle conscience des choses que il a dû mettre du temps à accepter le fait de jouer, quoi. De jouer de la guitare, Ouais. de jouer du piano. Tu vois. Ouais.
il avait pas le... Il n'avait pas un don au départ. Non, si, probablement qu'il avait un don, mais je veux dire par là, il n'avait pas la technique. Bien sûr. Donc, comme la plupart des choses, il a écrit... Enfin, je crois, en tout cas, quand j'y étais, il écrivait au piano, quoi, sur un piano. Ah bon, c'est-à-dire Au clavier, quoi. Il écrivait directement la musique, elle venait directement au piano. Ouais, il jouait des suites harmoniques et il faisait des mélodies dessus, quoi, voilà. Directement. Ouais, ce qui l'a rendu fou à un moment donné, c'est quand il a acheté le synclavier. Tu vois, le synclavier, c'est une espèce de je sais pas comment dire. C'est un instrument Oui. qui mouline des sons. Oui. Qui était tout à fait nouveau à l'époque. Oui, oui. Et là, il devenait fou. Ah ben non, les sons, ça le rendait dingue. Pourquoi? Ben, je sais pas, ça lui parlait, quoi. Donc, il faisait des chansons à partir de climats sonores, quoi. C'est fou, hein. Ah ouais. Alors, Mon fils, ma bataille, en fait, c'est pas son histoire, c'est un divorce douloureux d'un copain à lui avec sa femme qui lui a inspiré cette chanson. Ah d'accord. Ça, D'accord. on imagine que c'est son histoire, pas du tout. C'est une histoire d'un copain. Bah tant mieux. Alors, il se trouve que ce spectacle, donc, Balavoine ma bataille, qui est quand même un événement, on pouvait pas imaginer que 40 ans après, Balavoine serait encore écouté. Ouais. Mais en fait, je crois que ça vient du fait du producteur du spectacle, Pierre-Nicolas Clairet, Oui. qui était un fan de Balavoine. Et un jour, ça l'a pris comme ça. Il a eu envie il avait eu envie d'écouter Balavoine tout le temps, quoi. Donc, comme il était déjà producteur de spectacle, il s'est mis à réfléchir à un projet dans ce genre-là, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une comédie musicale, c'est un Non. concert géant. Ah oui, exactement. C'est un concert géant. C'est-à-dire les chansons s'enchaînent Oui. avec à la fois les jeunes et les anciens. Bah, non, nous on chante, enfin on fait des chœurs. Oui. Christian et moi on fait des chœurs, mais les chansons, oui, elles s'enchaînent. Mais nous on chante pas, c'est les petits jeunes qui chantent. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on voit ces émissions, il y a souvent des chansons de Balavoine, et je pense que Balavoine, de son vivant, n'imaginait pas que 40 ans après, on chanterait encore Mon fils, ma bataille. Ouais, parce que pour beaucoup de chanteurs de la nouvelle génération, c'est le saut de la mort des chansons de Balavoine, parce que c'est des étendues de tessiture sérieuses, quoi. Oui, mais le public, les jeunes, écoutent Balavoine, ce qu'on peut pas... Ouais, mais parce qu'il y a une écriture, ça leur parle, quoi. Ce qu'ils racontent, ça leur parle. Ça leur parle parce que ça a toujours parlé, il a toujours écrit en pensant aux jeunes. Non, je crois qu'il a écrit comme ça lui venait, quoi. Voilà, mais en même temps, Alors, je crois que le 22 janvier, vous êtes au Palais des Sports de Paris. Ouais. Au Dôme Ouais. de Paris. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais le Palais des Sports de Paris, il a fait son premier grand concert comme producteur en 82 avec un éclairage géant, avec des stores vénitiens inspirés de ceux de David Bowie. Et oui, mais j'étais dans le spectacle. Et vous étiez dedans? Ah oui, oui. Alors c'était quoi ce spectacle? Bah c'était, on avait déjà un bon, au moins un mois ou un mois et demi de tournée Oui, dans les pattes, oui. donc ça roulait bien, quoi. Et oui, la scénographie, c'était lui. Il y avait 850 projecteurs. Oui, c'est ça, parce qu'il avait racheté, voilà, c'est ça. Il avait racheté tout l'éclairage de Peter Gabriel. Comment ça se fait? Ouais, mais je sais pas. Mais c'était un truc de fou pour un concert. Ah oui, non, mais parce que c'était vraiment très spécial, quoi. Tous les spots étaient branchés sur une console, étaient automatisés. Chaque chanson avait un éclairage particulier, quoi. Faut être presque fou pour Non, mais investir. c'est sublime à voir. À voir, c'est somptueux. Mais- Les trucs sont synchronisés, les projecteurs sont synchronisés, c'est incroyable, quoi. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, et ce genre de concert, avec autant de projecteurs, autant de lumière, c'était rare à la Pesner. Oui. Bah oui. Mais bon, il y avait une équipe d'éclairagistes qui était, je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Jacques Riverolis. Oui, Jacques Rovereuse, bien sûr. Ben voilà, qui est le c'était plus lui, grand- et Rock, je sais plus son prénom. Mais Rovereuse, c'est celui qui met en lumière tous les grands spectacles de Paris. Ouais, mais Riverolis, tiens, bah justement, on parlait du Golf Drouot. Je l'ai connu au Golf Drouot. Il éclairait, enfin, tu vois, le Golf Drouot, c'est tout petit, quoi. Donc, il était assis sur le bord de la scène et il avait un spot Oui. et il éclairait un groupe dont j'ai oublié le nom. Je crois que Il était une fois qui débutait. C'est possible, ouais, Voilà. il y avait Colin dans cette histoire. Il s'appelait les Beatles au départ. Exactement, voilà, Les c'est ça, Beatles, voilà, merci. Alors, il se trouve que ce qui a aussi très marqué l'époque de Balavoine, si j'ose dire, c'est cette interview à la télévision le 16 mars 1980.
Dire Mais- une chose importante, mais c'est je que vous en vous avez prie. parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Voilà, vous en souvenez, le jour à la télévision où il est invité sur conseil de Jacques Attali par Mitterrand, premier secrétaire du PS, il doit parler 5 minutes, à la fin de l'émission il en a marre parce qu'il n'a pas parlé et il se déchaîne contre Mitterrand. Bah oui, bah il a bien fait. Mais ça a été un événement ça. Oui, mais t'as vu, je sais pas si t'as vu le document, mais Oui. il parle bien, quoi. Il parle, et tout le monde était surpris parce que ça a donné une nouvelle dimension à Balavoine. On pensait que c'était un homme politique alors que la politique c'était pas ça son truc. Enfin, il avait un regard sur la politique quand même. Oui. Ouais. Vous en parliez quelquefois? Des fois, ouais. Mais bon, il était très prudent sur la question. C'est-à-dire, mais en même temps, là, ensuite, quand il a fait ce numéro à la télévision, d'ailleurs, il a dit après que c'était un peu un numéro, il a été approché par tous les partis politiques. Évidemment. Quand il y a une spontanéité comme ça, c'est fort, quoi. Ouais. Donc, Mais ça a ça- intéressé beaucoup de gens. Alors, il a fait quelques galas pour Mitterrand, mais ça l'a pas vraiment intéressé de se lancer dans la politique. Bah non, parce que c'est... Non. Je crois qu'il a aussi fait campagne pour Coluche. Probablement, Oui. oui. Ça lui ressemble, en tout Oui. cas. Il a fait campagne pour Coluche au premier tour, et il était prêt à voter pour Coluche au premier tour. Bah oui. Alors, je crois les hommes politiques, je crois qu'il avait compris la réalité des hommes politiques. C'était pas sa tasse de thé. Balavoine. Ouais, il a vu le numéro, quoi. Tu vois. C'était pas son truc. Non, pas du tout. Et moi, je me souviens de sa mauvaise foi dans les débats. Souvent, après des émissions de radio, on déjeunait avec quelques personnes. Je me souviens d'un jour à Grenoble, d'un débat au cours d'un déjeuner politique. Il disait le tout et son contraire avec une parfaite mauvaise foi. Tu parles de Daniel ou de Oui, Mitterrand? Daniel. Vous avez assisté comme ça à des débats où il se déchaînait, où il était capable de dire le tout et son contraire? Non. Ah, je vous assure que ça non. existait. Hein. Oui, Mais peut-être. avec ouais. il était de mauvaise foi quelquefois. Non. Non, ah bah moi j'ai vécu Ah oui. ça, mais déchaîné, ce passionnant, car c'était un passionné. Oui, c'est un passionné, ouais. Voilà. Donc capable de dire le tout et son contraire. Ouais, non, c'était un mec. Enfin, bon, moi, de ce que j'ai vécu avec lui, c'était un mec assez objectif. Oui. Il savait qu'il ne pourrait pas changer le monde. Il a essayé, en tout cas. Il a essayé. Bah oui. Tu vois, à travers ses propos, à travers sa vision des choses. Non, mais le mec, il a quand même monté des associations Oui. pour acheter des pompes à eau pour certains villages africains, quoi. Tu Eh ben, vois. on va en parler, mais le côté justement, je ne suis pas un héros, il l'a même chanté. Ah oui. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que dit. Cette chanson sera bien sûr dans ce spectacle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est Bien sûr. une incontournable. Ah oui, Voilà. on aime beaucoup cette chanson. Et pourquoi? Bah, c'est un bon rock, quoi. Oui. En même temps, il l'a chanté sur scène avec passion. Bah ouais, tu entends la voix, il est en colère, là. Oui, mais il était en colère sur scène presque naturellement quand il la chantait, Balavoine. Oui. Et c'est vrai que là, il faut suivre dans ces cas-là, les musiciens doivent suivre. Bah oui, parce que c'est une énergie particulière, quoi, tu vois. Et il faut la suivre, cette énergie. Et puis il y a la passion de Balavoine pour l'automobile, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Ouais. Au départ, il voulait pas passer son permis pendant des années, et puis il a passé son permis et il s'est mis à avoir des voitures de sport pratiquement. Oui, enfin, moi j'ai ah oui, si, quand même, j'ai connu 2 voitures. Oui. Quand il s'est acheté une Porsche Oui. décapotable, et il était à Colombes, il me dit, viens, on va faire un tour. Et on est allé sur le périph'. On a fait, il a pas enfoncé le champignon, hein. Oui. Et là, il m'a appris un truc. Il me dit, tu vois, on est dans la file de droite. Si on va au milieu, il y a des mecs qui avancent pas, et à gauche, il y a des mecs qui vont trop vite. Si on reste à droite, on risque rien, et on peut sortir quand on veut. Et c'est vrai. Il avait raison. Il avait raison. Alors bon, la passion de l'automobile l'a conduit sur le Paris-Dakar. Ouais. Le premier Paris-Dakar, je crois qu'il a fait la première étape, même pas jusqu'en Algérie, ça s'est arrêté. Et le second Paris-Dakar, il a fini 30e. Ah, que pas mal quand même. Ben oui, il a fini en 83 ou 84 30e, malgré une panne d'essence à 10 km de l'arrivée. C'est con ça. Et puis il y a eu effectivement la rencontre pour Live Aid avec Bob Geldof. Bob Geldof, ouais. Ça a été important. Ouais, bah oui, parce que ça a donné un sens aux choses, quoi. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que le Geldof, il a créé une espèce de mouvement d'aide, tu vois, AID.
Et c'est justement parce il s'était un peu perdu dans le désert pendant le Paris-Dakar, de Balavoine, qu'il a eu envie d'aider justement ceux qui étaient dans la misère et la famine. Probablement, ouais. Et donc il y a eu cette histoire de pompe à eau qu'il a voulu emmener dans le désert. Et c'est sa sauce, elles existent toujours. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, dans le spectacle, d'ailleurs, il y a une partie des bénéfices qui iront à ces associations. Voilà. Et vous avez vécu cette période, il en parlait, c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait? Ah oui, ça l'intéressait complètement. C'est-à-dire, il vous en parlait, c'était... Non, il rentrait pas dans les détails, mais on savait qu'il y avait ça sur le feu, quoi. Voilà. Donc, il décide d'aller sur le Dakar pour justement aller porter des pompes à eau pour des pays qui manquent d'eau. Et c'est là où va se produire cet accident. Franchement, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé encore aujourd'hui, Alain Pesner? Franchement, j'en sais rien. Parce que personne ne sait vraiment pourquoi il est reparti alors qu'il ne veut pas repartir de l'hélicoptère et pourquoi... Je sais pas. Moi, je sais pas du tout. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas là, quoi. Voilà, et c'est vraiment... quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction? C'est-à-dire que je l'ai appris d'une façon un peu abrupte. J'étais en studio, je sais plus pourquoi, avec je sais plus qui, enfin bon, peu importe. Ouais. Il y a un assistant qui dit il y a un Fairlight à vendre. En France, il y avait très peu de Fairlight. Je lui dis ah bon, ouais, qu'est-ce qu'ils vendent le Fairlight? Il me dit Balavoine vend son Fairlight. Je lui dis quoi? Je dis il aurait jamais vendu le Fairlight. Ouais. Et c'est là que le mec il m'a dit non, il est mort, il s'est tué dans un accident. Quoi. C'est fou, hein. C'est horrible. Mais s'il avait vécu, qu'est-ce qu'il aurait fait, Balavoine? Moi, je crois qu'il aurait continué dans la même veine, quoi, exister comme il était, fort. Oui. Exister fort, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Est-ce qu'il serait aujourd'hui un défenseur de la nature, de l'écologie? Est-ce qu'il chanterait encore? Est-ce qu'il ferait autre chose, à votre avis? Ouais, il serait certainement un défenseur de l'écologie, mais pas celle-là. Voilà. Pas comme ça, quoi, parce que... Non, c'était quelqu'un d'assez sain, quoi. Ah, c'est ça. Et quand il disait « je veux mourir malheureux », c'était une légende. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, parce qu'en fait, il était heureux de vivre. Ah pardon, tiens, c'était ça le nom du groupe. Voilà. Clin d'œil. Clin d'œil, c'est ça, voilà. Mais il était heureux de vivre, finalement. Mais bien sûr, mais grave. Il était passionné. Mais oui. Et cette passion, vous allez donc continuer à la transmettre à travers les chansons, à travers ce spectacle. Oui. Donc pour l'instant, il y a une tournée en France, et il y a une autre tournée tellement le succès est prévu. Il paraît, oui. Alors, je sais pas, c'est les gens du bureau de production qui nous ont dit qu'il y avait il y a un truc qui est en train de se monter à la rentrée. Oui, en fait, il y a 22 dates dans les Zéniths de France. Les dates sont sur Internet à partir de ce soir. Et il y a une tournée en octobre-novembre 2026. C'est ça, ouais. Encore une fois, vous imaginiez un tel succès? Non, mais je sais plus avec qui je disais ça. Je crois que c'était, avec Patrick Bourgoin. On se disait, putain, à nos âges, on est encore sur scène. Oui. C'est vrai, quoi, parce que moi, ça faisait 40 ans que j'étais pas monté sur une scène, quoi. Voilà. Donc c'est... Oui, mais la cause est belle, il faut défendre Balavoine. Bien sûr. En tout cas, Alain Pesner, tous nos voeux de succès pour que transmettre ces chansons qui sont des classiques à la nouvelle génération, et parce qu'on en a besoin et que des Balavoine, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. Merci. Mais c'était un plaisir. Et réciproquement, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.